On va passer à une conférence sur le sujet de l'IoT avec Smile. Je vais laisser Florent et Ludo se présenter et pour parler notamment de l'outil, la réponse qu'apporte OpenShift dans ce domaine-là. Je te passe le micro, Florent. Donc, bonjour, Florent Soulière de Smile. Donc, voilà, je suis accompagné de Ludovic Dizier, qui est responsable de l'agence Smile à Marseille. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un retour d'expérience de Smile sur l'utilisation d'OpenShift dans le cadre d'un projet développé en interne chez Smile, qui est une plateforme IoT. Donc, dans un premier temps, on va faire le point sur ce projet, le projet en lui-même, ce qu'est la plateforme IoT, quel est son objectif. Et puis on va voir les différentes étapes que Smile a suivies pour mettre en place ce projet. Voilà, on va terminer sur une petite conclusion. Et une fois n'est pas coutume, vous aurez une petite présentation de Smile pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, sur le projet de plateforme IoT en lui-même, qu'est-ce qu'on veut couvrir? Et bien, en fait, on veut avoir une plateforme qui centralise la récupération, d'une part, d'informations issues des objets connectés. Et ce qu'on veut faire, surtout, c'est mettre en place une plateforme commune à différents outils qui vont exploiter ces informations, ces données qui arrivent en grand nombre, qui arrivent avec une diversité très forte, puisque ça peut être un ensemble très très hétérogène de capteurs, d'appareils, etc. Et donc voilà des exemples de cas d'utilisation de la plateforme sur ce sujet-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est surtout écrit en bas, c'est dans le but vraiment d'apporter des nouveaux services. Donc, ça va concerner, par exemple, des industriels qui vont vouloir optimiser en permanence, régulièrement, par itération, leur plateforme de production. Et donc, la data science, en tout cas les entités des métiers de data science, vont utiliser cet outil pour travailler. Alors voilà quelques technologies qu'on a pu étudier, mettre en place. On ne les a pas toutes choisies, mais voilà, allez, on va dire à titre d'exemple, dans différents domaines de ce projet, qu'est-ce qui va nous intéresser? Notamment la persistance, la récupération et l'agrégation d'informations, et puis la mise à disposition, une fois que toutes les données sont récupérer, on va dire, mettre à disposition des API avec différents services dédiés à la valorisation de toutes ces données. Donc voilà un petit peu je dirais ce qui résume la chaîne aujourd'hui, la plateforme IoT telle qu'on la conçoit. Donc de gauche à droite, en fait, vous avez, à gauche, vous avez vraiment les sources de données, les remontées de données, qui vont venir de capteurs. Donc vous avez grosso modo, vous avez deux types de capteurs. Vous avez les capteurs qui sont au milieu, qui utilisent des protocoles spécifiques à l'IoT. Donc vous avez du coup une plateforme, une passerelle plutôt, qui va les centraliser et qui va convertir, je dirais, le protocole IoT utilisé dans quelque chose qui va se rapprocher du déversement dans les étapes suivantes dans les entrepôts de données. Vous avez également, ça c'est les capteurs qui sont en haut, des capteurs qui vont être directement capables, capteurs ou appareils, qui vont être directement capables de communiquer avec un protocole qui n'est pas spécifique à IoT et qui va pouvoir être traité plus directement par une passerelle de centralisation. Donc vous avez après ensuite le stockage. Une fois que ce stockage est réalisé, vous avez un premier niveau de raffinage de données, donc des traitements, je dirais, assez bas niveau, qui s'appliquent aux données et qui vont être du coup préparés pour ensuite, dernière étape, mais la plus intéressante
pour nos clients utilisateurs de la plateforme IoT, c'est de pouvoir exploiter ces données. Donc en fait, vous avez toute cette branche commune qui va pouvoir, c'est l'objectif de notre plateforme IoT, être utilisée quelle que soit la problématique. Et puis la dernière étape, c'est là où la personnalisation et l'intégration en fait pour chaque client intervient. Ça va être de choisir les bons outils qu'on va pouvoir brancher sur la plateforme IoT en elle-même. Donc le tronc commun de la plateforme IoT. Voilà, donc ça récapitule un petit peu ce que je viens de présenter, hein, ce slide sur les fonctionnalités de la plateforme. Il y a des problématiques de volume, donc il y a des problématiques également d'absorption de flux. Donc il y a des composants dans la plateforme IoT qui sont dédiés par exemple à la mise en tampon des données pour éviter d'en perdre évidemment juste avant leur intégration dans les silos de données et les persister. Voilà, donc ensuite la phase de préparation qu'on a parlé tout à l'heure. Moi je parle de redressement de données. On n'est pas à un niveau de calcul décisionnel, par exemple, sur les données à ce niveau-là. On est plus sur du nettoyage, hein, je dirais, pour résumer. Et la dernière étape, la plus importante pour les utilisateurs de cette plateforme, la valorisation avec du monitoring, des règles métiers, du machine learning, voilà, pour faire émerger des choses intéressantes de toutes ces données brutes qui ont été enregistrés dans la plateforme. Alors, au niveau de l'architecture technique du projet, donc c'est un projet technique hein, qui donc vise à assembler des composants qui existent sur le marché, des composants open source. Hein, Smile travaille avec des outils open source pour former une plateforme unifiée. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout le tronc commun en fait qu'on voyait. Et la mise à disposition, par le biais d'API par exemple, de moyens de brancher des autres composants qui vont permettre de valoriser toutes ces données. Donc dans le cadre de ce projet-là, on a beaucoup travaillé par expérimentation, à commencer par le choix des différents composants. Donc cette première phase, elle a utilisé purement et simplement des conteneurs Docker avec Docker Compose pour associer les conteneurs Docker entre eux et pour commencer à avoir quelque chose qui techniquement et également fonctionnellement commence à ressembler à quelque chose au niveau de la plateforme, mais qui n'est pas encore en l'état facilement mettable en production. Parce que voilà, c'est des conteneurs créés manuellement. La persistance n'est pas une problématique étudiée à ce stade-là. Et puis il n'y a pas d'outil de monitoring. Voilà, on est assez bas niveau en termes de plateforme d'exécution. On assure le service minimum et on se prépare quand même à la suite en se disant que on va bien chercher, une fois qu'on aura quelque chose de fonctionnel, à industrialiser cette plateforme, à la rendre flexible, à la rendre scalable. Et c'est ce qui va se passer dans les étapes suivantes. Donc la première itération, alors on a tenté de travailler avec l'approche DevOps pour ce projet. Donc une fois l'étape 0, on va dire, de construction technique des conteneurs a été passée, la première itération pour ce qui concerne l'industrialisation de la plateforme, ça a été de convertir toute cette configuration et de la porter vers OpenShift. Donc, je ne sais pas qui dans la salle déjà connaît OpenShift, et qui utilise OpenShift. Voilà, ok. Donc ça me permet de voir un petit peu le niveau de détail que je peux avoir besoin de vous apporter. Vous connaissez peut-être ce diagramme, donc ce schéma qui provient de Red Hat. Red Hat qui porte la solution OpenShift. Donc voilà, grosso modo, vous avez deux types de serveurs hein, dans cette plateforme OpenShift. Vous avez des nœuds maîtres et vous avez des nodes en fait qui eux vont vraiment
exécuter les conteneurs. Donc les masters, eux, ils sont là pour l'orchestration, toute la partie orchestration, et autres outils de gestion du cluster. Et les nodes vont être vraiment responsables de l'exécution des différents conteneurs. Voilà pour les très grands principes du cluster OpenShift. Se greffe à ça, bien évidemment, si on veut faire du DevOps, des outils liés aux développeurs, notamment des pipelines d'intégration continue, de déploiement continu, et puis des outils techniques, notamment en ce qui concerne la persistance des données et des conteneurs. Alors, pour cette première itération, l'objectif, c'était quoi? C'était de faire fonctionner la plateforme, tout simplement, sur OpenShift, Origin en l'occurrence, donc la version open source, enfin communautaire, je veux dire, avec un cluster limité à un nœud, parce que le but, c'était pas encore d'être en scalabilité, c'était simplement de faire fonctionner techniquement la plateforme sur un nœud. Et puis, de voir les étapes de montée en puissance dans l'itération suivante. Donc, pas encore également de stockage persistant des données. On se concentrait vraiment, c'est vraiment concentré sur le portage des configurations Docker et Docker Compose vers OpenShift. Donc pour ça, on a utilisé un outil de conversion qui existe dans OpenShift, plutôt je devrais dire qui existait, puisqu'il s'agit de la commande OC Import, qui était disponible à l'époque dans la version 1.5 d'OpenShift Origin. Et avec la version 3.6, cette commande n'existe plus, mais on verra tout à l'heure, il y a une petite solution par rapport à ça. Et une fois que cette conversion a été réalisée, eh bien, il y a obligatoirement, je dirais entre guillemets, un affinage manuel à faire. Pourquoi? Parce que notamment, dans la configuration Docker Compose, on n'a pas quelque chose d'aussi poussé en termes de configuration que ce que permet OpenShift dans l'orchestration des différents composants d'une application. Donc le retour d'expérience par rapport à cette phase, c'est que l'outil de conversion, évidemment, a apporté quand même un gain de temps pour démarrer, surtout donc démarrer l'exécution d'OpenShift, surtout pour des gens qui sont débutants dans la plateforme. Simplement, le fait d'avoir quelque chose qui sert un peu de guide, c'est quand même appréciable. En revanche, il ne faut pas s'attendre à ce que cette conversion soit complètement automatisée et fluide. Juste, on dépose dans OpenShift et c'est fini. Non, parce que justement, il y a un affinage manuel qui reste à faire. Ça va concerner le stockage, qu'on verra tout à l'heure. Ça va concerner des notions qui n'existent pas dans Docker Compose, telles que les namespaces. Du coup, qu'est-ce qu'il fait l'outil? Il prend des namespaces en dur. Et ça va pas forcément être très très intéressant si vous voulez rendre vos fichiers de configuration un petit peu flexibles. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments dans cette conversion de fichiers de configuration qui sont statiques et qu'il va falloir rendre dynamiques. Par ailleurs, si vous connaissez la notion de template dans OpenShift, ce n'est pas des templates qui sont produits par cet outil, c'est des fichiers de configuration. Donc on est vraiment dans un portage, comment dire, mono-instance en fait, des composants, des composants de l'ensemble de l'application. Autre particularité, il y a encore trop peu d'images Docker publiques qui respectent les standards de sécurité d'OpenShift, qui sont quand même à un niveau un petit peu plus élevé. On peut bien le dire que les images Docker qui peuvent très bien s'exécuter en route sans problème sur OpenShift, c'est possible, mais ce n'est pas du tout recommandé parce que justement, la plateforme souhaite que toutes les problématiques de sécurité soient mieux gérées, plus finement. Et donc, c'est la raison pour lesquelles des images Docker publiques très très connues, très très répandues pour ceux d'entre vous peut-être qui utilisaient des images Docker préfabriquées, ça ne va pas forcément rentrer. Je pense par exemple à des images officielles PostgreSQL. Bon, vaut mieux se tourner à ce moment-là, si vous voulez, un conteneur PostgreSQL, utiliser une image qui provient de Red Hat parce que
elle aura inclus ces problématiques, ces spécificités plutôt de fonctionnement d'OpenShift. Je parlais également tout à l'heure de la commande OCImport qui n'existe plus en version 3.6 d'OpenShift. Mais vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle Compose, qui à l'origine est pour Kubernetes, donc qui produit des configurations Kubernetes, mais qui également, par un mécanisme juste de paramètres, permet de produire des fichiers de configuration OpenShift. Toujours avec les mêmes particularités, à savoir que vous allez devoir les retravailler, hein, forcément. Ça va pas être intégré, enfin, ça ne va pas être aussi complet que ce que vous aurez besoin pour faire fonctionner votre application dans OpenShift. Alors, au niveau de la deuxième itération, donc la montée en puissance du projet, là, le but, c'était de passer à une infrastructure multi-nœuds, donc avec 3 nœuds pour exécuter les conteneurs, 2 masters pour avoir la redondance dans la partie orchestration, et puis donc d'apporter la persistance du stockage, parce que jusqu'à maintenant, dans notre plateforme, on n'avait que des éléments volatiles en termes de persistance. Également, ce qu'on a voulu ajouter, c'est le provisionnement automatique, dynamique automatique, hein, du coup, des volumes Gluster par Eketi, que vous connaissez peut-être, qui évite en fait une lourdeur entre guillemets administrative côté OpenShift, de devoir préparer des volumes Gluster à l'avance pour que vos différents pods d'OpenShift, donc conteneurs, utilisent des volumes de données persistants. Donc c'est Eketi qui gère cette problématique, avec une politique de création de volume que vous définissez en configuration, et ça répond, ça fluidifie cette partie d'administration. Également, comme travail réalisé, évidemment l'installation des serveurs. Donc on s'est placé sur une plateforme Scaleway, qui est un petit peu atypique, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver dans la littérature autour d'OpenShift, qui pour les clouds publics vont souvent se tourner vers des infra Google, des infra Amazon. Là, voilà, on a décidé de faire un test avec Scaleway, groupe Iliad, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, ensuite, installation de la persistance, modification des templates pour justement prendre en compte ces volumes dynamiques, persistants. Et le déploiement de la plateforme elle-même, bien évidemment, sur cette plateforme. Avec un test, évidemment, de scalabilité, puisque cette deuxième itération, c'était quand même aussi son but d'aller jusque-là. Donc en soi, OpenShift il a répondu aux attentes, hein, par rapport à ça. Par contre, attention, sur la plateforme matérielle, plateforme système, réseau, on a eu des difficultés qui ne sont pas du fait d'OpenShift, qui sont bien du fait de comment Scaleway construit son infrastructure en interne, et qui finalement a des impacts. Alors notamment, ça peut tourner autour du fait que les volumes de stockage sont des volumes NDB. Bon, il y a des choses en interne chez Scaleway qui sont assez originales, mais qui du coup, en sortant de l'ordinaire, peuvent poser problème dans le cadre d'un cluster. On peut considérer que ce type de plateforme est quand même quelque chose d'assez atypique par rapport à quelque chose que vous pouvez avoir en interne avec du matériel géré par vous, ou bien sur un cloud public plus connus, hein, tels que ceux d'Amazon et Google par exemple. Et sur la scalabilité, alors c'est pas du tout spécifique à OpenShift, mais c'est la règle qui s'applique toujours. Pour que la scalabilité marche, il faut simplement que le composant soit capable d'être scalable. Si en lui-même le composant n'est pas prévu pour, c'est pas OpenShift qui va apporter de la magie pour que tout d'un coup il devienne scalable. Ça, c'est vraiment une caractéristique du composant lui-même. OpenShift va juste supporter cette possibilité de la part du composant, mais c'est tout. Donc concrètement, en termes de scalabilité, hein, au niveau des tests qu'on a pu faire, le service d'API, aucun problème pour le scaler autant qu'on veut. Donc, hein, tout ce qui est branchement de valorisation de données, ça n'y a aucun souci. Mais par exemple, pour MongoDB, c'est plus compliqué. Là, MongoDB,
aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui, au niveau scalabilité, pose des problèmes. Donc, en guise de conclusion, puisque on doit quand même suivre un rythme assez rapide, donc on a adopté une démarche itérative, hein, donc une démarche assez orientée DevOps, de progression par étape, petites étapes maîtrisées. Attention donc, ça c'est vraiment issu de notre expérience, au matériel et infrastructure cible, que ce soit une infrastructure interne ou quelque chose de plus externalisé. Attention donc aux originalités, on va dire, dans ces plateformes, qui risquent de faire perdre beaucoup de temps en réalité, hein, sur des problèmes spécifiques, alors que dans notre première phase, les choses sont passées d'une manière beaucoup plus fluide, en fait, beaucoup plus simple. Et au final, sur ce type de projet, la grosse partie, c'était vraiment de se concentrer sur l'expérimentation en elle-même. C'est de ne pas passer trop de temps à passer d'une plateforme quand même à l'autre. Et c'est d'avoir du coup des fichiers de configuration portables pour, par exemple, créer des nouveaux clusters. Donc ça reste quand même de l'intégration très technique, hein, malgré tout. Donc ça fait partie de notre métier. Et donc je vais laisser la parole à Ludovic pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Bonjour. Je me présente, je suis le directeur de l'agence Smile Marseille. Voilà, vous présenter rapidement Smile. En fait, notre métier, c'est quoi? On est intégrateur de solutions open source. On est le premier intégrateur en Europe en fait de solutions open source. Donc, dans le DevOps, c'est quelque chose qui est assez important. Si on regarde un petit peu, bon, effectivement, très rapidement, puisqu'on n'est pas en retard, on a 25 ans d'expérience, on est 1200, voire un petit peu plus, puisque la croissance est assez importante, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 agences en France à l'international, donc on a des agences un petit peu partout en France, donc sur Marseille bien sûr, sur Lyon, sur Paris, à l'étranger on en a sur les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, on fait de l'offshore avec l'Ukraine et le Maroc. Nos offres, elles sont sous 4 formes. En fait, la partie digitale, qui est la partie historique, c'est-à-dire qu'on développe des sites web pour la partie e-commerce, pour la partie site corporate. Donc, on utilise des technologies open source. On a toute une partie business apps où on va principalement se baser sur des outils comme Odoo, OpenERP, en fait, pour développer en fait des outils métiers. Donc après, on peut faire du spécifique. Et on a toute une partie embarquée IoT et une partie infrastructure. Donc, ce qui permet en fait d'avoir une sorte de convergence des offres où on va pouvoir développer tout ce qui est digital, on va pouvoir développer tout ce qui est application métier, se connecter à de l'IoT, de l'embarqué. Donc, on a des projets qui permettent, on est une des rares sociétés à avoir en fait ces 4 possibilités de travailler avec des projets en fait d'IoT ou embarqué. On a un projet comme Coved par exemple, en fait, qui est, bon, c'est pas super glamour, c'est des ramassages d'ordures où en gros on a des camions connectés qui vont permettre en fait de récupérer en fait le poids des poubelles, ensuite de faire de la BI, de recroiser ces données, de faire un site internet qui va présenter ces données. Donc voilà, en fait, on a toute une partie en fait qui permet sur ce type de projet-là de traiter toutes les problématiques du client. Voilà. Donc ça, c'est les 18 agences dans 9 pays. Donc on est en pleine croissance, on a des objectifs d'ouverture aussi dans d'autres pays. Voilà. Et après, un des axes qui nous fait connaître de façon assez importante, c'est les livres blancs qu'on édite, donc sur des technos de pointe, mais on est intégrateur et on n'est pas éditeur, c'est-à-dire qu'on est lié à aucun éditeur, donc on va pousser la solution qui nous semble la plus appropriée pour le client, et on ne va pas se gêner quand en fait une solution qui nous paraît pas stable, pas fiable, pour le dire en fait dans les livres blancs qu'on édite. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site Smile pour télécharger le livre blanc. Voilà, après, quelques-unes de nos références. Bon, c'est essentiellement en fait des grands comptes, mais pas que. En fait, en local, on a des comptes plus PME. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. En fait, on est sur le stand du Leap Day au-dessus. Merci.